Raymond Aron écrivait « Les Français font de temps en temps une révolution, mais jamais de réforme ». On sait qu'en Europe, la France est souvent pointée du doigt comme le pays des grèves et des manifestations. Le dernier grand mouvement social date d'il y a tout juste un an. En octobre 2010, c'était la réforme des retraites annoncée par le gouvernement et qui a jeté 3 millions de personnes dans la rue. Et finalement, la loi a été adoptée par les parlementaires. On se souvient aussi des milliers d'étudiants qui manifestaient contre le CPE en mars 2006. On pourrait citer bien d'autres exemples encore qui nous poussent aujourd'hui à nous interroger. La France serait-elle impossible à réformer? Les manifestations et le rejet systématique des réformes sont-ils inscrits dans l'ADN des Français? Vaste question. Et justement, je commence avec vous, Jean-Paul Delevoye, vous qui avez été ministre de la fonction publique. Pourquoi la France est-elle si difficile à réformer? Alors je crois qu'il y a un problème d'acteurs, il y a un problème de temps, et il y a un problème de méthode. Nous avions fait, lorsque j'étais médiateur de la République, toute une étude sur les réformes, et nous nous étions rendus compte que les Français sont plus pertinents dans leurs analyses qu'on ne le pense, et qu'ils savent bien qu'il y a un certain nombre de réformes nécessaires. A contrario, ils sont très réservés sur la conduite de la réforme. Et j'entendais votre commentaire, d'ailleurs, vous étiez en train de dire que d'un côté, il y a les gagnants et il y a les perdants. Et l'on voit bien qu'on est en train, en France, souvent d'avoir la réforme comme un ring où il y a d'un côté un investissement électoral intéressant si on est vainqueur, etc. La vraie question, c'est est-ce que la réforme est intéressante pour le pays? Et l'on voit bien que cette temporalité de la réforme, qui nécessite, la pédagogie des enjeux. Aucune société ne peut accepter une réforme si elle n'en a pas compris les enjeux. Ensuite, une organisation d'un débat. Puis ensuite, il y a la décision. Eh bien, manifestement, il faut du temps qui dépasse souvent le rythme électoral. On entend souvent ce mot réforme dans les discours. Oui, mais attendez, c'est une question souvent de posture. La vraie question, c'est les Français n'ont accepté de cesser de fumer que lorsqu'ils ont compris que c'était dangereux pour la santé. Ça a mis 10 ou 15 ans. La réforme du Trésor public a mis un certain nombre d'années. C'est aujourd'hui quelque chose de tout à fait intéressant. Et donc, il y a une opposition entre le calendrier électoral et le calendrier de la réforme. Et il faut accepter, peut-être, que nous réfléchissions au fait que, nos acteurs politiques et nos acteurs syndicaux sont aujourd'hui des acteurs qui sont faibles dans la société. Quand les acteurs sont faibles, ils construisent leur identité dans le conflit. Or, je suis de ceux qui pensent que la compétitivité de la France, par rapport à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne préfère le dialogue, la France le conflit. Et donc, faut-il trouver des méthodes nouvelles de lieux de dialogue entre le patronat, les syndicats, les acteurs politiques qui permettent dans la durée de pouvoir s'approprier les enjeux, organiser les débats, y compris avec les citoyens qui aujourd'hui ne veulent plus subir une décision mais veulent être les coproducteurs du futur. Et donc je crois qu'il y a un vrai souci de méthode. Et enfin, un dernier point, mais je reprendrai peut-être un regard qui m'avait beaucoup frappé sur Confucius. On posait la question à Confucius en disant « Qu'est-ce qui fait la force d'un pays ?» Il y a trois éléments, l'arme pour se défendre, les vivres pour nourrir le peuple et la confiance de l'élite, la confiance du peuple dans les élites. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un discrédit de la parole publique, qui est un vrai problème, parce que dès que l'on est en doute, dès qu'on est en confiance, on se dit, mais est-ce que cette réforme, en fin de compte, c'est moi qui vais la payer? Et l'on ne voit pas aujourd'hui la plus-value de la réforme. Et c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Donc je crois qu'aujourd'hui, si les Français ne sont pas réticents à la réforme, ils sont prêts quelquefois à se réformer, et ils l'ont prouvé à maintes reprises. Par contre, ils n'acceptent plus de subir une réforme sans qu'ils soient responsabilisés, qu'ils accompagnent le processus de débat, et qu'il y ait peut-être une temporalité nécessaire. M. Delevoye vient de parler de la nécessité de comprendre. Il vient de citer Confucius et me venait à l'esprit aussi, chacun a son petit chinois à sa disposition, donc où l'empire ne marchait pas et l'empereur en effet consulte le sage et le sage dit il faut s'asseoir et trouver les mots qui soient les moins faux possibles. Je pense que nous sommes dans un de ces moments-là. On est dans un de ces moments où, dans le fond, notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle raconte ce qu'elle est. Et cela a été dit de diverses manières. Je pense à Michel Foucault, un des derniers grands philosophes français, le plus grand du XXe siècle, qui appelait ça l'épistémé, c'est-à-dire une connaissance qui s'applique, qui s'organise. Voilà. Et il y a d'autres termes du même ordre comme cela. Thomas Kuhn parlait du paradigme en montrant comment les mots, c'est une matrice qui, à un moment donné, est féconde et puis peut devenir inféconde. Et moi, je crois que nous sommes dans un de ces moments où, dans le fond, les mots qui nous ont servi pour vivre ensemble, puisque c'est ça le problème,
comment on est ensemble, comment on arrive à se supporter les uns par rapport aux autres, qui ont été élaborés au XVIIIe, XIXe, les grands systèmes sociaux. Ces mots ne sont plus en pertinence avec le temps. Et donc il y a là, stricto sensu, de l'impertinence. Et moi je suis de ceux qui considèrent que les mots de réforme, de révolution, de démocratie, de citoyenneté, de contrat social, et on pourrait en trouver bien d'autres, ont été des mots qui ont été élaborés dans les 2 siècles qui viennent de s'écouler et qui ne sont plus du tout en phase, qui sont totalement déconnectés. Non pas que la réalité d'être ensemble existe, mais pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, notre espèce animale a besoin des mots qui soient en pertinence, les mots s'usent et se fatiguent et dès lors ne sont plus pertinents. Bien là, il faut trouver les mots les moins faux possibles. Et c'est dans cette perspective-là qu'ensuite on pourra voir comment on peut vivre ensemble. Vous voyez, donc ce n'est pas le problème de est-ce que les Français ne peuvent pas supporter la réforme, ou est-ce qu'ils sont, comme disait Aron, qui était un homme moderne, ne font que des révolutions. Moi je dis tout simplement, il faut arrêter de faire des incantations, et puis voir qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Ce n'est plus la verticalité où on imposait par en haut des choses, mais c'est plus la loi du père. Mais c'est l'horizontalité, la loi des frères. Et il se trouve qu'Internet aidant, eh bien, il se trouve qu'il y a du buzz, il y a de la rumeur, il y a de la circulation pour le meilleur et pour le pire. Voilà, moi, c'est comme ça que j'aimerais poser le problème. Plutôt qu'encore une fois de se gamberger, de faire de l'incantation. Qu'est-ce que c'est que l'incantation? C'est quand on n'est pas convaincu de quelque chose, on le chante. Quand on examine les éléments qui ont favorisé la révolution de 1789, pardonnez-moi, je n'utilise que des mots que vous n'aimez pas, révolution, réforme, etc., mais ils sont quand même bien commodes. Eh bien, on se rend compte que c'est une révolution d'égoïsme, en réalité. C'était chacun pour soi. Chacun voulait défendre ou ce qu'il avait, ou ce qu'il voulait avoir. Et il me semble aujourd'hui que nous sommes dans ce même cas de figure. Vous parlez du régime des retraites, dont on vous dit qu'il est absolument nécessaire. Sans doute, compte tenu de l'état financier de notre pays. Mais il se trouve que vous demandez non pas à une collectivité de se déterminer, mais à un ensemble de personnes qui constituent une collectivité. Et chacune va voir, comme on dit, midi à sa porte. Et c'est sans doute ça, aujourd'hui, qui est le plus difficile. Et c'est rendu d'autant plus difficile que les avancées technologiques, à condition qu'on puisse vraiment les considérer comme des avancées, mais objectivement cela en est, popularise un ensemble d'éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait être égoïste quand on détenait le pouvoir tranquillement dans son coin, sans que ça se sache trop. Aujourd'hui, c'est plus possible. Internet vous donne accès, dans l'instant, à tout un ensemble de données qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont aussi des données, et dont chacun va se nourrir et se repaître. Et ces données tendent à une exigence qui est peut-être nouvelle, c'est que quand on détient le pouvoir, on doit donner l'exemple. Et si on ne le donne pas, et pour moi ce n'est pas une incantation, c'est une vérité, si on ne le donne pas, alors tous ceux qui suivent vont se sentir libérés de leur égoïsme. On a pris une autre échelle pour parler des réformes, mais vous, Jean-Paul Delevoye, vous avez fait la comparaison avec l'Allemagne, une comparaison qui revient assez souvent. Lucie Schmitt, est-ce que c'est plus difficile de réformer la France ? Décidément, je crois que l'un des points sur lesquels il faudra qu'on prenne une position qui, j'espère, sera une position pas seulement individuelle, Éric de Montgolfier, qui ne reflètera pas nos intérêts, l'intérêt des structures auxquelles nous appartenons, c'est au fond l'aptitude des Français à changer et l'aptitude de ceux qui utilisent les mots de réforme peut-être à faire partager leurs objectifs. Moi, je crois que ça, c'est un point important, c'est-à-dire que je lisais le dernier rapport qu'a fait Jean-Paul Delevoye lorsqu'il était médiateur de la République, et je trouvais que ce qui était intéressant dans ce rapport, c'est que le terme réforme, il prenait un sens parfois beaucoup plus concret. C'est devenu un mot de droite ? C'est pas du tout ce que je pense. Je pense que, évidemment, la question de comment est-ce qu'on change les choses de façon à ce que l'intérêt collectif soit le mieux pris en considération et que les valeurs qui fondent la République et qui me semblent être extrêmement partagées par les Français, notamment cette question centrale de l'égalité, comment est-ce qu'on articule égalité et équité? Et dans ce rapport, la question de l'équité, par exemple, me semble extrêmement bien traitée. Ce que j'en ai retenu, c'est que donc la réforme, il y avait un tour extrêmement concret pour les Français et que très souvent, ils avaient le sentiment qu'on utilisait d'autant plus finalement
une sorte de métalangage d'expression abstraite de la réforme, quelque part pour, je crois qu'il faut oser le mot, alimenter le conservatisme des élites. Donc je crois que le sujet, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait partager l'envie d'avancer, les questions de dynamique sociale à l'ensemble des Français, comment est-ce qu'on concerte et à partir de là, comment est-ce que les élites sont aussi exemplaires. Ça, je souhaitais insister là-dessus. Je crois que la question de l'exemplarité de ceux qui tiennent le discours de la réforme est aujourd'hui un point essentiel et je pense que c'est un sujet qui peut être partagé par beaucoup de familles politiques. La deuxième chose sur l'Allemagne, pour répondre plus particulièrement à la question, c'est qu'on a aussi une tendance en France à mythifier au fond ce pays. On sait bien que le couple franco-allemand a fondé la démarche européenne et qu'on mythifie donc l'idée que les Allemands, eux, sont capables de se concerter, de mener des réformes, tandis que nous serions uniquement dans la rue. Alors, nous avons eu à Europe Écologie Les Verts un séminaire avec les Allemands il y a à peu près une semaine. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'ensemble des choses qui viennent d'être dénoncées comme spécifiquement françaises, par exemple la faiblesse des syndicats, ils nous ont dit chez nous, les syndicats sont faibles. Donc, d'une certaine façon, alors ils sont beaucoup plus forts qu'en France, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, je crois que dans ces deux grands pays européens, la question de comment est-ce qu'on fait partager une sorte de vision du XXIe siècle entre la société et ceux qui ont le pouvoir politique est posée également en Allemagne comme en France. Et ce qui est intéressant pour nous, plutôt que de nous stigmatiser ou de dire que nous sommes particuliers, je crois que c'est l'idée de pouvoir partager des questionnements qui sont des questionnements communs à beaucoup de démocraties développées. Je voulais insister sur le terme démocratie parce que je suis frappée que Michel Maffezoli nous dise que démocratie, quelque part, est un mot qui est dévalorisé. Moi, je pense que c'est un mot qui peut être revitalisé. C'est-à-dire que je crois que pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui ressenti comme, comment dirais-je, sans portée, sans sens réel, parce qu'il y a un sentiment de confiscation. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on revitalise la démocratie et comment est-ce qu'on fait en sorte, à travers des grands débats qui aient une importance et une influence sur la décision publique, que les Français se ressaisissent du sentiment qu'ils peuvent redonner de la chair au pouvoir tel qu'il est exercé aujourd'hui dans le cadre d'une démocratie représentative. Nous sommes dans un moment très particulier. Serge Moatti avait bien indiqué que nos sociétés étaient structurées par trois grandes forces, les espérances, les peurs et les humiliations. Nous sommes à un moment où les espérances sont assez faibles. Espérance libérale, Lehman Brothers, espérance communiste, chute du mur de Berlin, les espérances religieuses sont fragilisées, et les politiques ont du mal à tenir un discours d'un projet positif pour les années qui viennent. Dans ce cas-là, on développe la gestion des peurs, généralement sur les droites, la gestion des humiliations, généralement sur les gauches. Et ce que disait Éric de Montgolfier est extrêmement important. Moi, je voudrais attirer l'attention sur ce que je crois. Je ne suis pas sûr d'avoir raison. Je crains que dans ce contexte, si on ne retrouve pas une mobilisation d'espérance collective, nous risquons d'avoir, y compris par des votes démocratiques majoritaires, des réflexes de repli identitaire, de repli nationaliste, de repli sur soi, de ce que j'ai appelé le racisme d'assiette. Quand on a peur que l'on prenne ce que l'on a, on n'a pas du tout envie de le partager avec l'autre. Et donc on est en train d'avoir des évolutions qui peuvent créer des ruptures à l'intérieur de nos sociétés. Je vois bien que sur la problématique des retraites, eh bien les jeunes commencent à dire « mais je ne vois pas pourquoi je vais payer pour les anciens et leurs dettes ». Et donc on risque d'avoir des ruptures générationnelles et des conflits générationnels. On voit bien la peur de l'étranger. On voit bien la peur entre celui qui paye des impôts et qui estime que ce n'est pas bien par rapport à ceux qui en profitent. Et donc, on est en train d'avoir, par pénurie, absence de mobilisation, d'espérance, des tensions qui risquent de broyer notre vivre ensemble. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit extrêmement attentif. Et attention à celles et ceux qui caressent les bas instincts des peuples. On ne sait pas ce qui peut arriver, je le vois d'ailleurs sur le plan européen.